Économie de Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Édition spéciale aujourd'hui avec des reportages qui nous mèneront du Moyen-Orient au sud de l'Afrique. L'Iran d'abord qui espère une levée totale des sanctions contre son économie en cas d'accord global ce mois-ci sur le dossier du nucléaire. Des sanctions, la Russie y fait face aussi. Nous découvrirons leur impact surprenant jusque dans les restaurants. Et puis un passage par le Botswana, pays, vous le verrez, qui a fait le choix de protéger les éléphants à l'heure où le trafic d'ivoire bat son plein dans la région. Et Paris gagnant, vous le verrez, pour le tourisme. On parlera aussi en fin d'édition de la conférence internationale de Herzliya. Et on entre dans le vif du sujet. Jeudi dernier, l'Iran et les grandes puissances ont entamé un nouveau cycle de négociations à Vienne autour du dossier du nucléaire. Objectif, parvenir à un accord d'ici la fin du mois. Et ce que vise Téhéran, c'est la levée totale des sanctions internationales avec, à la clé, évidemment, des afflux massifs d'investissements étrangers. Perspective qui stimule déjà l'activité, comme on va le voir dans cette zone franche. Reportage. Toujours aucun signe de cargo transatlantique dans le port de Chabahar, au sud-est de l'Iran. Cette zone franche facilite le commerce avec l'Iran aux pays d'Asie centrale et du Sud-Est, mais de nombreuses entreprises étrangères l'ont déserté avec les sanctions internationales mises en place sur Téhéran en 2006, après la relance de son programme nucléaire controversé. Maintenant qu'un accord sur le nucléaire se profile, l'intérêt pour Chabahar, seule zone franche iranienne ouverte sur l'océan, commence à renaître. Ça ne devrait pas tarder à se concrétiser parce que de nombreuses entreprises étrangères qui étaient présentes avant à Chabahar ont déjà commencé l'année dernière à préparer leur retour en force dans la zone franche. L'Iran a levé de nombreuses restrictions sur Chabahar pour mieux séduire les investisseurs. Exemption de taxes professionnelles pendant 20 ans, droit de douane réduit, garantie à 100% sur le capital investi et les bénéfices. Tout ça malgré les sanctions économiques qui isolent le pays du circuit monétaire mondial. Environ 2000 sociétés sont présentes dans la zone. La moitié viennent d'Afghanistan, du Pakistan et du Golfe. La zone ambitionne à présent de devenir aussi une zone touristique et un pôle d'activité pétrochimique. Les choses étaient différentes ici avant. Maintenant, il y a du progrès et la vie s'améliore. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, mais beaucoup sont maintenant en construction. Et de nombreux travailleurs choisissent de déménager et vivre ici parce que nous avons la mer et plus de divertissement qu'avant. La ville de 200 000 habitants a également une grosse zone commerciale où les prix sont 30 à 40% moins chers que dans le reste de l'Iran. Mais la région, où vit une importante minorité sunnite, est en proie à des problèmes sécuritaires. Aucun incident armé n'a été signalé à Chabahar depuis près de 3 ans, mais les affrontements avec des groupes rebelles venus du Pakistan sont plus réguliers dans le reste de la province. Les autorités locales misent gros sur le progrès économique. Le développement et la prospérité vont préparer le terrain et nous permettre de résoudre les questions de sécurité. Mais les gens ici doivent également participer. Des projets ont également été annoncés pour améliorer l'infrastructure encore sous-développée de la zone portuaire. Une nouvelle autoroute et des hôtels devraient être construits et l'aéroport local agrandi et modernisé. Chabahar, porte d'entrée commerciale vers l'Iran, espère à nouveau s'ouvrir sur le monde. Allez, on s'intéresse à un autre grand pays touché par des sanctions économiques, c'est la Russie, en raison de la crise ukrainienne. Comment composer avec les embargos alimentaires? C'est le défi proposé notamment aux restaurateurs. Eh bien, Moscou, vous allez le voir, si l'inflation des denrées a fait des victimes, d'autres ont su faire preuve de créativité. Regardez. Rideaux tirés, enseignes démontées et panneaux à vendre et à louer, la crise économique a poussé de nombreux restaurants moscovites à mettre la clé sous la porte. Environ 1000 établissements ont fermé ces derniers mois selon la Fédération des restaurateurs et des hôteliers russes. En cause, la crise du rouble et l'embargo alimentaire contre l'Union européenne, décrété par la Russie l'été dernier en réponse aux sanctions occidentales pour sa participation dans la crise en Ukraine. Depuis, certains produits importés ont disparu des rayons ou sont vendus à prix d'or. Tout est devenu très cher. Les marges qui existaient l'été dernier ont été drastiquement réduites à cause de l'évolution du taux de change et de l'augmentation des prix, y compris pour les produits locaux. Les restaurants les plus touchés par la crise sont ceux qui importaient la majorité de leurs produits. Un restaurant italien, par exemple, importe 40% de ses ingrédients, un luxe devenu inabordable. Un chamboulement gastronomique qui a eu des conséquences parfois inattendues, comme cette vente aux enchères dans le sud de Moscou. Les restaurateurs qui ferment revendent leur mobilier à d'autres professionnels ou à de simples curieux.
C'est une opportunité unique pour les gens qui peuvent acheter des choses sympas et pas chères, qui vont aussi bien dans la cuisine que dans le salon. Sur le front gastronomique, la crise a changé la donne. Sur un an, l'inflation alimentaire se chiffre à 16% en moyenne, 30% pour les légumes. Fini les restaurants cuisine du monde aux ingrédients hors de prix, la mode est au manger local. Ce restaurant a revisité sa carte. Objectif, travailler avec 90% de produits russes. Les cornichons, le chou, les pommes de terre et l'orge ont détrôné le risotto de coquille Saint-Jacques importé. La Russie fait des pas de géant et les Russes sont très friands de nouveautés. Ils veulent apprendre auprès des autres et en rentrant en Russie, faire les choses à leur manière, faire leur propre histoire. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien, c'est avant tout d'utiliser des produits russes. Reste à voir si ce soudain retour aux sources russes se poursuivra une fois l'embargo alimentaire levé et l'économie en meilleure forme. Les dirigeants européens, pour leur part, ne discuteront pas d'une éventuelle levée des sanctions contre Moscou avant fin 2015. Et d'ailleurs, moins 2,7% cette année pour le PIB russe et la Banque mondiale qui le prévoit. Direction le sud de l'Afrique. 100 000 éléphants tués par des braconniers sur le continent entre 2010 et 2013. Des saisies records d'ivoire ces derniers temps en Asie. Mais l'espèce a peut-être trouvé son sanctuaire au Botswana, pays qui protège sa faune, laquelle le lui rend bien via de vraies retombées économiques. On regarde ce reportage. Le fleuve Tchobé, c'est un peu le paradis des éléphants. Au Botswana, les parcs naturels ne sont pas clôturés. Et le pays abrite un tiers de ces pachydermes qui survivent encore en liberté sur le continent. Massacrés par dizaines de milliers pour leur ivoire, il n'en reste que 470 000 en Afrique. Ce sont des animaux très intelligents. Quand ils sont perturbés dans une zone, ils se déplacent là où ils savent qu'ils seront en sûreté. Au Botswana, beaucoup de nos éléphants sont en fait des réfugiés politiques qui fuient la persécution dans les pays voisins. À l'origine de ce succès, une volonté politique. Le gouvernement a fait du tourisme une priorité en tant que source de revenus durable, plus durable que les diamants. Un peu plus grand que la France, le Botswana jouit d'immenses espaces sauvages, du désert du Kalahari au delta de l'Okavango. De quoi attirer les touristes, mais pas n'importe lesquels. Le Botswana a une politique que nous apprécions beaucoup. Moins de touristes, plus de revenus. Nous préférons offrir des prestations de qualité. Je ne dirais pas que nous avons des clients haut de gamme, mais juste des clients qui veulent vraiment venir ici. Pour assurer la protection des animaux, le gouvernement a interdit la chasse, renforcé les patrouilles et applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des braconniers. Si vous venez dans ce pays avec une arme pour tuer nos ressources naturelles, et si vous pensez que vous allez avoir la vie sauve, vous allez être déçus. Et je ne vais pas présenter d'excuses. C'est comme ça. Pour que toute la population bénéficie des retombées économiques, le gouvernement encourage financièrement les communautés à développer des projets touristiques, comme ce parc et ce centre culturel à Kasané dans le nord. Seul bémol, la cohabitation des hommes avec les animaux sauvages, pas toujours évidente dans les villages. Mais le Botswana ne compte que 2 millions d'habitants, plus facile donc de redistribuer les richesses et de faire coexister les populations. Le tourisme qui est déjà le deuxième secteur de l'économie au Botswana. Et on va s'intéresser à l'événement de cette semaine en Israël, en banlieue de Tel Aviv. Ça se passe en ce moment même, ces 3 jours, dimanche, lundi, mardi, la conférence annuelle internationale de Herzliya. Et parmi les présents cette année, eh bien Sharon Kedmi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Demeter, une entreprise de consulting spécialisée en expertise et en assistance technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'eau et des énergies, donc un domaine qui est très d'actualité en ce moment. Vous aidez aussi bien le secteur privé que le secteur public. Alors d'abord, on le sait, Israël, c'est l'avant-garde de la technologie. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore une grosse marge de potentiel de développement dans ce secteur? C'est sûr, Israël est encore loin d'avoir atteint ses capacités maximales. Mais on doit avoir présent à l'esprit qu'Israël n'est pas le seul pays du monde. Je vous donne un exemple. Pendant des années, la part des investissements en recherche et développement par rapport au PIB a été en Israël la plus forte du monde, aux alentours de 4 à 4,5%. Et le second pays est la Finlande, je crois, ou un autre pays scandinave avec 2 ou 2,5%. Pour vous donner une comparaison, le ratio de l'OCDE est aux alentours de 2%.
La Chine était loin derrière avec 1% d'investissement par rapport à son PIB. Encore faut-il prendre en compte le PIB de la Chine. Aujourd'hui, Israël est encore leader, mais les autres pays se rapprochent et la Chine a doublé ses investissements en recherche et développement. Israël ne peut pas compter sur son passé. Le pays doit s'efforcer d'aller vers l'avant, de toujours rechercher des solutions innovantes. C'est ce qu'on fait, c'est notre fer de lance. C'est là où on est les meilleurs du monde. L'innovation, la course à l'innovation. L'année dernière, si je ne me trompe pas, c'était la meilleure année en ce qui concerne les introductions en bourse et les rachats de start-up. Ce qui montre qu'Israël est toujours à la pointe. Il y a encore beaucoup à faire, mais vous devez voir qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans la course et qui vont vite. Alors Sharon Canby, on va parler quand même d'un phénomène qui est bien connu en Israël, qui consiste souvent pour un jeune entrepreneur à créer sa start-up, sa solution, et ensuite à tout faire pour essayer de le vendre à un grand groupe américain ou même chinois ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que c'est finalement peut-être un handicap pour l'économie israélienne ? C'est le concept, c'est la dynamique, c'est l'écosystème d'Israël. Vous ne pouvez pas le changer. Bien sûr, nous voudrions avoir en Israël un plus grand nombre de grandes compagnies. Nous voudrions avoir un Microsoft israélien, un Motorola israélien, un Intel israélien et bien d'autres. Mais ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas notre écosystème. Nous sommes une petite économie, nous sommes bons pour créer vite, pour entreprendre et oui, nous vendons vite, nous rentrons vite en bourse. Aujourd'hui, les Chinois achètent des start-up, les Américains aussi. Pas de problème. Nous avons besoin de continuer comme ça, parce que c'est là où on est bon. Donc pour vous, c'est la bonne solution. Alors on va parler aussi d'un autre petit phénomène, Israël qui est un leader dans les énergies renouvelables, mais aujourd'hui, on sait que seulement 2% de l'énergie produite en Israël, c'est de l'énergie verte. Comment vous l'expliquez ? Ce n'est pas paradoxal, c'est embarrassant. Ce n'est pas supportable. Mais l'explication est très simple. La régulation, la bureaucratie, c'est ce qui empêche le progrès. Pour placer des panneaux solaires en Israël, vous devez affronter l'enfer. La régulation, les autorités, ils vont pratiquement vous tuer. Ce qui, aux États-Unis ou en Europe, peut prendre 1, 2, voire 3 ans, en Israël, ça prendra 7, 8, 9 ou 10 ans. Les investisseurs n'ont pas tout ce temps, ils ne veulent pas attendre si longtemps, et ceux qui attendent sont vraiment là pour faire leur boulot. C'est un réel défi que le gouvernement doit affronter, et il affronte. Le gouvernement et même la nouvelle équipe au pouvoir pensent à déréguler et à faciliter les procédures administratives, mais c'est bien là le problème principal. On va parler, si vous voulez bien, d'une autre question qui a été largement débattue pendant la campagne, c'est celle des monopoles, le poids des monopoles sur l'économie israélienne. Vous avez été vous-même directeur général du ministère de l'économie israélien entre 2009 et 2013. Aujourd'hui, c'est Moshe Carlon qui est nouveau ministre des Finances et qui veut lutter justement contre les monopoles. Est-ce que c'est difficile de s'attaquer aux monopoles en Israël ? Est-ce que vous pensez qu'il peut réussir ? Tout d'abord, l'état d'esprit est bon. Vous devez avoir quelques idées avant de commencer. Il peut essayer. Et c'est un bon début. S'il réussit, ce qui me paraît improbable, il peut réussir quelques petites avancées. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il existe en Israël des acteurs forts dans l'économie et qu'on peut parler de monopole, c'est clair. Il faut aussi garder en tête que l'économie israélienne est petite. On a un petit nombre d'acteurs économiques et c'est vrai que lorsque vous avez un petit nombre d'acteurs, vous créez des situations de monopole. Vous devez alors les réguler intelligemment. Vous devez ouvrir, élargir. Après, si vous décidez de les combattre, ce sera très dur. Alors que les faire revenir à leur mission originelle, à leur bonne volonté, c'est déjà créer les premiers pas d'un succès. Encore un mot, votre avis maintenant sur l'économie israélienne en général. Les chiffres aujourd'hui sont assez impressionnants. La croissance est là, le chômage, c'est impressionnant, moins de 5%. Mais pour beaucoup d'Israéliens, il y a quand même un problème au niveau des inégalités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça va venir petit à petit ? La plus grande menace qui plane sur le marché israélien et sur Israël en général, c'est le marché du travail.
Les inégalités face au marché du travail est la menace majeure, le principal problème. Le problème n'est pas l'Iran. Pas l'issue du conflit israélo-palestinien, on a des solutions pour ça. Ça coûtera de l'argent, mais on peut trouver des solutions. Le problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de solution pour le grand défi du marché du travail. La participation au travail est l'une des plus faibles de l'OCDE. C'est un grand problème que le gouvernement essaie de résoudre et ce défi est le premier à relever pour faire face aux inégalités. Merci beaucoup Sharon Khadmi d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Voilà, entretien réalisé jeudi. Et l'équipe d'Économie de Max sera justement demain à Herzliya pour cette conférence internationale. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et l'info continue sur i24 News. Restez avec nous.